Bonjour à tous, bienvenue dans cet enregistrement. Alors je vais mettre le mode plein écran. Cet enregistrement se veut didactique puisqu'on va aborder la thématique de l'intelligence artificielle dans le cadre de la matière culture générale et expression pour des BTS. Cette thématique me semble tout à fait intéressante puisqu'elle aborde des enjeux de société, puis on peut vraiment débattre sur les bénéfices, sur les risques, sur les menaces potentielles, etc. Donc je trouve ce sujet très structurant, très intéressant à travailler avec des étudiants qui utilisent de nombreux outils d'intelligence artificielle. Euh, voilà, ça on le sait. Alors, on va aller sur cette slide-là pour commencer. Une première slide où on peut proposer des exercices interactifs pour introduire le sujet. À quoi pensez-vous quand vous entendez donc l'intelligence artificielle? Est-ce que l'IA vous semble être un outil positif ou une menace? Quel type de documents vous pouvez vous attendre à lire, à consulter, etc. Donc on peut avoir une première approche avec un échange, un débat, on peut utiliser des post-it, etc. J'ai choisi une citation de Stephen Hawking que j'aime beaucoup. L'intelligence artificielle sera soit la meilleure, soit la pire chose jamais arrivée à l'humanité. Nous devons nous assurer qu'elle soit la meilleure. Je la trouve vraiment percutante comme citation, ce qui montre l'importance aujourd'hui de l'IA dans le monde. Euh, donc, ça me semble tout à fait pertinent. Un petit quiz que je propose avec donc des images. Est-ce qu'elles sont générées par l'IA ou elles ne sont pas générées par l'IA? Ce n'est pas toujours facile, hein. Même moi, je me fais souvent avoir. Alors ici, non. Parce que quand même, on remarque que les habits, hein, il y a quand même des éléments un peu disgracieux, on le voit hein, sur les habits en bas à gauche, que c'est, cette photo est générée par de l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas toujours évident. Attendez, celle-là, ce n'est pas de l'IA. Par exemple, cette photo, cette peinture ou cette illustration est générée par l'intelligence artificielle. C'est le prochain Rembrandt. Et l'IA a étudié, analysé, a scanné l'ensemble des œuvres de Rembrandt pour arriver à produire cette illustration à la manière de Rembrandt, si vous voulez. Ici, c'est de l'IA, on le voit avec la casquette. Ici, ce n'est pas de l'IA. Ici, c'est de l'IA. C'est de l'IA. Sur les photos de paysage, ça peut être un peu plus complexe. Pourquoi ça peut être un peu plus complexe? Parce que par exemple, sur un portrait, il y a beaucoup de détails avec liés aux habits, notamment. Et sur les paysages, notre œil humain, qu'on voit une grande prairie, on, on a un peu plus du mal à s'attarder sur des détails. Donc, l'IA est capable de mieux reproduire, à mon avis, des paysages que des portraits. Quoique ici, on voit un peu que c'est de l'intelligence artificielle, je crois qu'on n'a pas besoin d'agrandir trop l'image pour voir que sur le dessus du van, euh, il y a des éléments qui ne s'accordent pas bien entre eux. Ici, ce n'est pas de l'IA, c'est de l'IA. Ça se reconnaît, on voit que cette photo ne semble pas réelle. Et cette photo, c'est de l'intelligence artificielle. Elle n'est pas forcément facile à détecter, cette photo, je crois. Les reflets me semblent un peu bizarres, l'intérieur du bâtiment aussi. Mais si on regarde juste cette photo comme ça, sans y prêter une grande attention, on pourrait bien sûr se tromper. Alors qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'IA regroupe l'ensemble des théories, des méthodes et des techniques qui permettent de concevoir donc des systèmes qui sont capables de réaliser des tâches généralement associées à l'intelligence humaine, comme résoudre des problèmes, reconnaître une image, comprendre un langage, voire même prendre une décision. Et ces systèmes s'appuient sur des algorithmes et des modèles inspirés de la logique humaine ou de stats et trouvent des applications dans des domaines très variés. Aujourd'hui, on peut utiliser l'IA dans l'éducation, dans la médecine, dans les transports, dans la finance, donc dans beaucoup de secteurs clés finalement. L'intelligence artificielle est très présente dans l'actualité. Ici, j'ai sélectionné quelques articles, quelques titres d'articles, un peu à la volée, hein. Il n'y avait pas une intention derrière. Mais c'est pour montrer à quel point l'IA est un peu partout. Vous voyez en bas à gauche, dans une église, une IA permet aux fidèles d'échanger avec Jésus. En haut à gauche, peut-on vraiment dialoguer avec les morts? En bas à droite, sur le secteur médical. En haut à droite,
sur un effet finalement bénéfique. Daisy, une mamie générée par l'IA qui pourrit la vie des escrocs du téléphone. Donc une IA en tout cas, une IA a été créée, a été générée pour produire un contenu spécifique quand on reçoit des spams, en fait, des appels malveillants. D'autres articles, d'autres actualités liées à la politique, à des enjeux financiers, toujours la médecine. Et encore, c'est un tout petit extrait que j'ai pu consulter en novembre. Alors, l'intelligence artificielle a un historique très complet. Ici, c'est vraiment très sommaire pour rappeler quelques étapes clés. Je crois que la plupart d'entre vous se souviennent certainement qu'en 2016, on avait beaucoup parlé d'intelligence artificielle quand AlphaGo, l'IA créée, développée par Google, avait battu donc, le champion du jeu du Go. Ça a été popularisé. Enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup d'articles sur ce sujet. Aujourd'hui, on est vraiment dans un stade où on a le développement de l'IA générative. Alors, une IA générative, c'est une technologie qui crée du contenu. Ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être de la musique, ça peut être des voix, ça peut être de la vidéo, ça peut être beaucoup de choses finalement. Et on a beaucoup d'IA génératives. Bien sûr, la plupart d'entre vous connaissent ChatGPT. ChatGPT génère des chatbots qui génèrent du texte de qualité, globalement, utilisé donc, pour l'éducation, le service client, la création de contenu, etc. On a l'équivalent pour Google qui s'appelle Gemini. On a aussi de nombreux autres outils de l'intelligence artificielle, Midjourney pour des images artistiques très détaillées. On a le chat bot français, Mistral Chat AI. On a Ampere Music qui crée de la musique personnalisée. On a Synthesia qui génère des vidéos avec des avatars virtuels. On a Even Labs qui est une synthèse vocale réaliste pour des livres audio, des podcasts et des dialogues vidéo. Souvent, quand vous écoutez une vidéo YouTube, la voix qui commente le texte ou qui va commenter les illustrations est souvent générée par Even Labs, qui est un site assez connu. On a différents niveaux d'intelligence artificielle et je vais m'arrêter après sur cette slide pour la partie un peu théorique. On va passer après aux références culturelles. Des niveaux de l'IA, on a d'une IA plutôt faible à une IA plutôt forte, donc plusieurs degrés d'intelligence artificielle. Une IA forte est capable de comprendre, d'apprendre, d'appliquer des connaissances de manière générale comme un être humain, et l'IA étroite reste limitée à des tâches spécifiques. Pour situer par exemple un outil très connu de tous, ChatGPT, il se situe entre l'IA étroite et l'IA forte. Il serait même plus proche de l'IA étroite, car ChatGPT finalement, il puise dans sa base de données. Quand vous écrivez un texte à ChatGPT, il va lire votre texte, il va s'adapter aussi au vocabulaire que vous utilisez, au syntaxe que vous utilisez, au langage que vous utilisez, il va puiser dans sa base de données pour formuler la meilleure réponse possible. Et une super IA serait une IA qui dépasse donc les capacités intellectuelles humaines, elle est capable de s'auto-alimenter si vous voulez. Et donc c'est un défi pour certains dans le futur de réussir à développer une super IA. Les risques d'une super IA, biais, alignement. Alors, pour détailler très simplement, donc une intelligence artificielle, elle ne va pas inventer des choses. Elle puise dans ce qui existe. Elle connaît beaucoup de choses. ChatGPT connaît presque, on peut presque dire, oui, que ChatGPT connaît tout l'Internet. Et donc, s'il y a beaucoup de biais dans Internet, en tout cas, s'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas vrais sur Internet, ChatGPT a quand même du mal à dissocier le vrai du faux. Je donne un exemple, car je crois que je ne suis pas très clair. Par exemple, dans l'histoire de France, d'Europe, même du monde, globalement, quand on parle de politique et de pouvoir, on associe généralement le sexe masculin. Et donc, quand on veut discuter avec ChatGPT sur ces questions-là, lui, quand il puise dans sa base de données, il va ressortir plus le sexe masculin sur ces questions-là que le sexe féminin. C'est par exemple une question liée à la discrimination finalement. Et donc ChatGPT reproduit en fait
ce qui existe déjà, si vous voulez. Mais s'il le reproduit et qu'il s'auto-alimente, du coup, ça renforce certains biais ou certaines discriminations, si vous voulez. Là, j'ai pris un exemple un peu sommaire, mais il faut observer que il en existe des milliers et des milliers de biais ou de milliers de discriminations possibles, si vous voulez. On va passer aux références culturelles liées à travers l'art et la culture. Voici un petit échantillon de références liées à l'intelligence artificielle. Il en existe des milliers, évidemment. Qu'est-ce que je peux dire sur cet échantillon qu'on va étudier Clara et le soleil dans le corpus de documents, pareil sur le film Her, H-E-R. Peut-être sur en bas à gauche, sur film, série, conférence. Vous observez, YouTube reportage, l'horreur existentielle de l'usine à trombone, c'est un documentaire fantastique. Fantastique puisqu'il nous permet de prendre conscience vraiment des risques potentiels liés à l'intelligence artificielle. Les progrès de l'IA et les risques. Ici, ces deux slides ont vocation à amener un peu de corps, si vous voulez, pour un débat ou pour éclairer certains enjeux. Les progrès de l'IA, on peut en constater. Efficacité, améliorer des services, réduire des erreurs, favoriser l'éducation, participer au développement technologique, etc. Sur chaque progrès, on peut amener des nuances et des arguments pour appuyer ces progrès ou bien pour les contrecarrer, si vous voulez. Évidemment. Mais c'est pareil pour les risques. Il y a des risques liés à la discrimination, des risques liés à des pertes d'emploi, liés à des risques éthiques, à de la dépendance, comme dans le film Wall-E de Pixar, à des coûts élevés. J'aurais pu ajouter des risques liés au changement climatique, évidemment. Et on peut aussi apporter des nuances ou des arguments pour dire, ah, ok, des pertes d'emploi, mais peut-être que l'IA va aussi créer de nouveaux emplois. Donc, ici, c'est vraiment deux slides, on va dire, un peu, pas caricaturales, puisqu'elles sont quand même, elles me semblent quand même assez précises avec des éléments d'illustration, mais en tout cas, on peut y apporter des nuances, ça c'est sûr. Allez, premier exercice, est-ce qu'on est prêt pour commencer à travailler certains exercices liés à l'intelligence artificielle? Ici, c'est un exercice que j'ai extrait du livre Nathan, voilà, sur le prochain Rembrandt. On en a parlé lors du petit quiz tout à l'heure, une illustration générée par l'IA. Et donc, la question étant, un exercice, est-ce que c'est une œuvre d'art? Est-ce qu'on peut considérer cette illustration donc, générée par l'intelligence artificielle comme une œuvre d'art? Eh bien, dans le livre Nathan, on a une proposition de réponse en 2 paragraphes que j'ai appréciée, c'est pour ça que je me permets de la citer, la réponse. On peut répondre de manière nuancée. D'abord, l'œuvre présente l'apparence d'une œuvre d'art. Quelqu'un qui n'est pas spécialiste donc de Rembrandt pourrait s'y méprendre et la classer parmi les tableaux du maître. Par ailleurs, elle a été composée à partir des tableaux de Rembrandt. Et on peut songer qu'un artiste donc, réutilise un certain nombre de ses œuvres et idées précédentes pour composer une nouvelle œuvre. Pourtant, la machine qui a élaboré le tableau l'a fait sans couleur ni technique, sans passion, sans désir, sans projet personnel, sans amour pour la peinture. Dans ces conditions, on ne peut pas parler d'œuvre d'art. On a donc deux idées qui me semblent complémentaires. La première, c'est de dire on pourrait penser que c'est une œuvre d'art. On pourrait le penser. Quelqu'un qui n'est pas spécialiste regarde cette illustration et peut se dire c'est une œuvre d'art. Et on a une autre idée qui vient appuyer donc ce propos, c'est de dire que de toute façon tout artiste s'inspire quand il crée un contenu, quand il crée une œuvre, une composition, etc., etc. Et la deuxième idée qui me semble complémentaire, c'est de dire une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on va dire de plus pour prendre un peu plus position finalement? C'est de dire que la machine qui a élaboré le tableau l'a fait sans couleur ni technique, sans passion, sans désir, sans projet personnel. Et donc, vu qu'on n'a pas cette connexion humaine, on n'a pas cette émotion humaine, on ne peut pas parler d'œuvre d'art. C'est une réponse qui me semble tout à fait intéressante pour travailler un peu la structure, la structuration de paragraphes, comment on peut émettre une idée, l'appuyer, l'illustrer, comment on peut réfléchir à un raisonnement. Donc pour résumer, la réponse nous propose de dire
Ce n'est pas si évident que ça, on pourrait s'y méprendre. Et de toute façon, globalement, les artistes s'inspirent mutuellement, donc pourquoi donc critiquer l'IA sur cet aspect? Mais attention, il faut quand même bien observer que le travail, ce que produit l'IA, c'est fait sans projet, sans désir, sans connexion humaine. On n'a pas un artiste qui va créer une œuvre et qui s'inspire d'un autre artiste. Il y a une connexion humaine, il y a un regard d'un artiste sur un autre artiste ou d'un futur artiste sur un futur artiste. Il y a de l'inspiration, il peut même y avoir des échanges pour connaître le travail, pour échanger, pour dialoguer. Ici, non. Ici, c'est une machine qui scanne un peu l'existant et qui va reproduire quelque chose à partir de ça. Un autre exercice, c'est un extrait d'une vidéo YouTube sur la musique, les voix, le vol de voix qui existe et comment l'IA peut être au service de musiciens. Une question que j'ai posée aux étudiants, l'IA pourrait-elle remplacer la créativité humaine? Du coup, j'englobe à la fois cette vidéo liée à la musique et le prochain Rembrandt, avec 2 paragraphes. D'une part, l'IA permet de reproduire des œuvres créatives comme des musiques ou des voix avec une grande précision. Par exemple, donc là c'est une illustration liée à la vidéo. Des algorithmes peuvent générer des morceaux musicaux en s'inspirant de milliers d'œuvres existantes. On l'a vu aussi avec l'IA générative à la slide d'avant. Toutefois, ces créations manquent donc de la profondeur émotionnelle et de l'intention artistique. On rejoint en ce sens la précédente question. D'autre part, l'IA peut être un outil complémentaire. Et donc là, on va développer une autre idée, du coup plutôt bénéfique, que l'IA peut être un outil complémentaire pour des créateurs, par exemple des artistes. Et là, c'est là où on a cet exemple qui est tiré de la vidéo. Des artistes utilisent déjà de l'IA pour générer des idées de dessin ou de composition, mais ce sont toujours des humains qui prennent les décisions finales, qui ajoutent leur touche personnelle. Et l'IA est là au service des compositeurs pour les aider dans leur travail artistique. Et donc, la question que je pose, c'est est-ce qu'on peut se demander si l'IA va enrichir seulement le processus créatif ou sera amené à le remplacer? Avec la question en bas à droite, une question qui peut être complémentaire, subsidiaire, oui et non, parce qu'elle est quand même très importante. Est-ce que les productions issues de l'intelligence artificielle sont-elles finalement libres de droit? Est-ce que quand on génère une image, une musique, une voix via une IA générative, est-ce qu'on peut utiliser cette création un peu à tout va, on va dire? Est-ce qu'on peut la commercialiser? Si c'est une création qui est générée en s'inspirant de manière très forte du travail d'un autre artiste, est-ce que cela ne pose pas une question éthique? Allez, on va explorer le corpus de documents et répondre à des questions que j'ai moi-même posées et à un sujet d'essai que j'ai moi-même posé. Donc 3 documents pour établir ce corpus de documents. Premier document, un extrait du livre Clara et le soleil, qui évoque en fait la relation entre une amie artificielle qui s'appelle Clara et une jeune fille malade qui s'appelle Josie. Et l'extrait se déroule à la boutique, puisqu'il y a une boutique avec des amis artificiels, et Clara, donc l'IA, est dans cette boutique, c'est elle la narratrice d'ailleurs. Et Josie arrive pour la deuxième fois dans la boutique, et va acheter, enfin en tout cas sa mère va acheter l'amie artificielle, donc va acheter Clara pour accompagner Josie, puisque elle est malade, elle est un peu seule, elle n'est pas très heureuse, on va dire, dans sa vie, et elle ressent le besoin donc d'avoir cette amie artificielle. Et donc dans l'extrait, on peut, si vous voulez, on peut regarder le 3e paragraphe. Tu viendras, hein, si maman dit que ça va et tout ça. Je hochais la tête en signe d'encouragement. Donc on voit une connexion entre la machine et la jeune fille. Je hochais encore la tête et cette fois Josie sembla être rassurée. C'est trop bien, le sourire revint sur son visage. Tu vas adorer, je vais m'assurer que ça te plaît. Donc on voit qu'il y a une connexion émotionnelle entre la machine et la jeune fille. Un deuxième extrait, donc c'est sur le film HER, O'Hare, entre un monsieur qui est divorcé, qui s'appelle Théodore dans le film, et pour combler un vide affectif, va discuter avec une intelligence artificielle qui s'appelle Samantha.
Tu sais, je suis tellement heureux d'être avec toi, je me sens plus vivant que jamais, et c'est étrange parce que tu n'es pas vraiment là. L'IA qui répond, tu veux dire je ne suis pas encore. Et vous voyez, quand on questionne un petit peu les relations, en fait, humaines-machines, mais aussi la redéfinition un petit peu. Qu'est-ce qu'une relation? Oui, mais tu es là d'une certaine façon, tu me comprends mieux que n'importe qui, même que moi-même. Cette phrase, je la trouve effrayante. Je la trouve vraiment effrayante, puisque Théodore fait l'aveu que une machine, finalement, comprend mieux ses émotions que lui-même. J'ai l'impression que nous sommes en train de grandir ensemble, j'apprends de toi chaque jour, etc. etc. Donc cet extrait a pour but de montrer que, au-delà d'une relation, d'une connexion, si vous voulez, un peu humaine, un peu émotionnelle, on peut aller même à un stade au-dessus, avec le sentiment de remplir un vide affectif, de combler un besoin émotionnel. Troisième document que j'ai choisi pour ce corpus, c'est un article qui est différent, mais qui va questionner plutôt l'aspect un peu plus sociétal, euh, et les risques liés à l'intelligence artificielle. Donc, 3 autrices sur le blog binaire du journal Le Monde se questionnent sur le rôle des bots, sur le rôle de l'intelligence artificielle dans nos systèmes démocratiques, et notamment via les plateformes. On les connaît tous, hein, X, TikTok, Instagram, Facebook, etc., etc. Et comment les préoccupations, là c'est le deuxième paragraphe, les préoccupations quant à leur responsabilisation, notamment dans la propagation des informations, étaient présentes bien avant que l'IA générative ne soit démocratisée, mais cela veut dire que, troisième paragraphe, que les inquiétudes s'intensifient face à la nouveauté de la technologie et aux nombreux enjeux, notamment des enjeux électoraux, dans le cas de l'article où on parle des élections américaines. Cet article est là pour montrer qu'il existait avant de la désinformation, mais que l'IA va accroître encore plus cette désinformation, en tout cas va perturber encore plus nos systèmes démocratiques. Pourquoi? Parce qu'un système démocratique qui fonctionne, c'est aussi accéder à une information de qualité, à une information aussi qui soit vraie. Et aujourd'hui, avec la puissance de certaines plateformes qui concentrent beaucoup d'informations, eh bien, on a de plus en plus de mal à démêler le vrai du faux, tout simplement. Et cela pose vraiment des questions lors de certains enjeux électoraux. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qui est défendu par un candidat? Qu'est-ce qui n'est pas défendu par un candidat? Et plus globalement, sur notre fonctionnement et notre vie en société. Ici, j'ai proposé donc 3 questions pour travailler ces documents, à la manière un peu d'un examen, si vous voulez. D'après les documents 1 et 2, quelles sont les raisons pour lesquelles les IA peuvent être considérées comme des amis, voire plus? D'après les documents 2 et 3, quel rôle l'IA peut-elle jouer dans nos vies personnelles et dans la société? Et comment les 3 documents illustrent-ils l'impact profond donc, de l'IA? Je vais aller un peu plus vite. Alors, je vais juste changer puisque j'avais mis les documents 1 et 2 et ce n'est pas une syntaxe qualitative. Voilà, c'est mieux de mettre l'extrait, de présenter les documents, c'est beaucoup mieux. Donc ici, une réponse un peu sommaire. Je ne prétends pas à ce que la réponse soit parfaite. Mes réflexions quand j'ai choisi les extraits, quand j'ai choisi les questions pour trouver un peu de cohérence et pour que ça soit assez simple et lisible pour les étudiants, notamment en première année, c'est d'avoir donc 2 paragraphes, au-delà de la petite intro et la petite conclusion qui me semble est nécessaire, et de questionner donc les raisons pour lesquelles les IA peuvent être considérées comme des amis, voire plus. Et donc dans le premier document, on est plutôt sur une compréhension des émotions humaines, avec un attachement, mais aussi trouver un allié, une IA qui peut être un allié dans sa vie. Et dans le deuxième document, la conversation de Théodore et Samantha, on est plus sur une confidente, plus sur une compagne qui semble combler un vide émotionnel, donc presque sur une relation presque amoureuse finalement, et on répond à des besoins affectifs humains très profonds. Pour la deuxième question, on confronte le document avec extrait du film et de l'article. Donc ici, les rôles que l'IA peut jouer dans nos vies personnelles, on peut s'inspirer de la question précédente. L'IA représentée par Samantha joue un rôle très intime et très personnel finalement. Alors que dans le document 3, ici on n'est pas sur un rôle intime et personnel, on est plutôt sur
une place centrale dans des enjeux sociopolitiques, et l'IA est plutôt décrite comme un outil de manipulation à grande échelle qui est utilisé pour diffuser des narratifs de désinformation et avec un impact donc potentiel sur la cohésion sociale et sur la démocratie. L'objectif de cette question, c'est de comprendre que les deux documents abordent évidemment l'intelligence artificielle, mais de manière différente. Le document 2 vient un rôle plutôt intime et personnel, avec donc sentiment de connexion authentique, etc. Et le document 3, plutôt sur un enjeu plus global, notamment sur les impacts liés à la cohésion sociale et à la démocratie. Finalement, une question qui va regrouper les trois documents sur l'impact profond que peut avoir l'IA à la fois sur nos relations humaines et sur la société, globalement. Excusez-moi. Et là, on voit deux paragraphes, toujours au-delà de la petite intro et de la petite conclusion. Petite conclusion, elle est un peu longue, elle fait quand même 4 lignes. Et ici, donc, on va avoir donc, deux paragraphes qui vont détailler. Alors, c'est vrai que le premier paragraphe va plutôt regrouper les deux premiers documents et le deuxième paragraphe sur l'aspect un peu plus sociétal va concerner davantage le troisième document. Et donc là, on a une structuration avec une idée, avec une illustration, avec aussi des arguments, des explications, etc. etc. Par exemple, j'ai mis en gras là, dans le paragraphe, là où l'IA dans les deux premiers documents semble apporter une forme de connexion, l'IA du troisième document se transforme en un instrument de manipulation, modifiant la perception publique et orientant les comportements sociaux et politiques. Je vais peut-être vous lire la conclusion, peut-être comme ça pourra vous donner une idée un peu plus globale du sens un peu de la réponse et finalement peut-être du sujet du corpus. Donc ces trois documents montrent que l'IA, tout en ayant le potentiel de renforcer les relations humaines, on le voit avec le document 1 et 2, peut aussi servir des intérêts plus sombres en influençant les sociétés à grande échelle. Donc cette dualité, relations personnelles, enjeu de l'IA à une échelle plus globale, entre soutien émotionnel et manipulation sociale, nous pousse à réfléchir sur les rôles que l'IA pourrait jouer dans nos vies futures et sur les régulations nécessaires. Donc le corpus de documents a pour objectif de montrer le rôle de l'IA à la fois sur un aspect, donc on l'a dit, personnel et intime, mais aussi sur un aspect plus global. Okay. Ensuite, j'ai proposé un sujet, une évolution bénéfique ou une menace pour l'humanité, pour l'IA, et je vais vous proposer une réponse et la réflexion que j'ai pu avoir pour travailler cette réponse. Pour travailler donc un essai, il me semble quand même important de se doter de quelques informations clés pour se préparer, tout simplement, avec une feuille de brouillon, une feuille de brainstorming, des idées, trouver du lien avec le sujet, des synonymes, des antonymes, utiliser certains outils comme le qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, reformuler le sujet, trier ses idées, lister, confronter, trouver des axes de structure, donc tout cela le faire au brouillon, pour aboutir à quoi? Aboutir à un plan. Un plan ici en deux parties, deux sous-parties, avec une première partie qui va plutôt exposer les éléments bénéfiques et une seconde partie qui va plutôt pointer les nuances et les éléments de risque, on va dire. L'essai est une prise de position avec en disant je ou nous. Ici, je vais utiliser le je. Je crois que j'ai mis nous à la fin. Il faudra que je regarde. Une prise de position. Mais c'est vrai que quand on regarde l'intitulé, est-ce que l'IA est une évolution bénéfique ou une menace pour l'humanité? On pourrait très bien se dire, moi mon plan, en tout cas, mon idée c'est juste de démontrer que l'IA est une évolution bénéfique, ou l'inverse. Ici j'ai choisi un axe plutôt nuancé, avec donc deux parties, deux sous-parties, avec une partie sur les bénéfices et une deuxième partie sur les risques. Ce que je veux dire c'est que on peut imaginer d'autres schémas, d'autres plans bien sûr. Voici un exemple que je propose avec une petite intro, une petite conclusion et puis mes deux parties, deux sous-parties. Une petite introduction qui rappelle un petit peu le contexte. L'IA s'invite aujourd'hui dans presque tous les aspects de notre quotidien, assistants vocaux, diagnostics médicaux ou encore algorithmes des réseaux sociaux pour faire un clin d'œil à l'article. Si je reconnais que l'IA, donc je reconnais que l'IA peut résoudre certains défis majeurs, donc là les bénéfices, je me demande, donc là je me questionne plutôt les risques, donc première partie, deuxième partie, si son influence croissante ne pose pas un risque donc, pour l'humanité. La première partie, donc deux paragraphes, pour chaque paragraphe va constituer une sous-partie, donc chaque paragraphe aura une idée avec son explication, ses arguments et ses illustrations. Premier sous-paragraphe, tout d'abord, je pense que l'un des apports les plus fascinants est la capacité à combler certains besoins émotionnels. Je le vois comme un bénéfice, notamment dans l'extrait du roman, l'extrait du film, où la petite fille malade et la personne divorcée
ont vraiment besoin finalement de cette aide de l'IA, de cette aide de la machine pour la personne divorcée combler son vide intérieur lié au divorce et pour la jeune fille pour avoir une alliée dans sa vie. Dans ce sous-paragraphe, je commence déjà à pointer une petite question, une petite nuance. Si nous pouvons compter sur des IA aussi sensibles, est-ce un progrès ou une fuite face à nos propres lacunes relationnelles? Donc on questionne un petit peu les relations humaines finalement. Deuxième sous-paragraphe, où là on change d'idée. Au-delà de l'aspect donc affectif, intime, personnel, je crois fermement que l'IA a un potentiel humain pour améliorer certains secteurs, donc éducation, médecine, etc. Et donc là, j'apporte une autre idée. C'est pour ça que j'utilise un autre sous-paragraphe pour apporter une autre idée avec une autre explication, une autre illustration, donc pour argumenter sur un autre aspect bénéfique de l'IA. Deuxième partie, où je vais plutôt aborder les risques liés à l'IA, pardon. Première sous-partie, cependant, donc là on apporte la nuance, attention, cependant, toutefois, pourtant, je ne peux ignorer les risques. Ce qui m'inquiète particulièrement, on reste sur le jeu, c'est son rôle dans la manipulation de l'opinion publique. Donc là, on va plutôt s'inspirer évidemment de l'article qu'on a pu lire sur le corpus de documents, mais aussi une autre idée dans une deuxième sous-partie, donc qui va couper un petit peu avec ma première sous-partie, de la partie 2, un autre aspect qui me préoccupe, donc ça j'aime bien ce terme-là, un autre aspect, par ailleurs, un autre aspect d'autre part, en outre, pour créer du lien, mais en même temps passer à une autre idée. Et le remplacement de l'humain par l'IA dans des domaines qui exigent pourtant de la créativité et de l'authenticité. Donc là, on va plutôt aborder ce qu'on a vu tout à l'heure sur des œuvres artistiques. Et aussi, enfin, en tant qu'amateur d'art, je suis en train de lire la phrase qui commence par le mot en gras, enfin. Je ressens un certain malaise face à des créations générées donc, par l'IA, comme ce n'est pas le dernier Rembrandt, mais le prochain Rembrandt, pardon. Bien que techniquement impressionnante, elle me semble dénuée de l'intention et de la sensibilité. Donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc un risque lié à l'IA par rapport à ça. Une conclusion qui se doit de récapituler notre prise de position, puisque l'idée c'est que à travers l'essai, on expose notre point de vue avec une idée, avec des arguments, avec des illustrations, mais il faut qu'à la conclusion, on arrive à quelque chose, un aboutissement, si vous voulez, de notre réflexion. En fin de compte, je crois que l'IA est un outil puissant qui peut véritablement améliorer nos vies si elle est utilisée de manière responsable. Elle peut offrir un soutien, ouvrir de nouvelles perspectives dans des domaines comme l'éducation ou la santé. Donc là, je reprends un petit peu quand même ma première partie. Cependant, je suis convaincu qu'elle doit rester sous contrôle humain. Nous ne pouvons pas laisser l'IA déterminer nos opinions, remplacer nos relations ou éclipser notre créativité. Je reprends ma deuxième partie. C'est à nous, et là je conclus, c'est à nous en tant que société de poser des limites claires et de nous rappeler que bien que fascinante, l'IA doit rester à notre service et non l'inverse. Et donc là, dernière phrase, pour vraiment aboutir à la fin de ma réflexion, j'ai pointé ce qui me semblait bénéfique et j'ai pointé ce qui me semblait plutôt menaçant et l'aboutissement de ma réflexion est de dire que finalement il faudrait poser des limites claires et donc éventuellement via un travail législatif. Alors on pourrait aller encore plus loin bien sûr puisque l'IA transcende les pays, donc est-ce qu'une loi en France aura un impact par rapport à ce qui est généré par une IA qui est aux États-Unis? Tout cela évidemment c'est des questions qu'on met de côté et qu'on peut ressortir sur un prochain sujet, sur d'autres débats, etc. Mais en tout cas, ce que je propose, c'est d'aboutir à une réflexion avec cette phrase-là. C'est à nous, en tant que société, de poser des limites claires, de nous rappeler que bien que fascinante, l'IA doit rester à notre service et non l'inverse. Oui, je lance un nouveau débat, en quelque sorte, mais quand même, je conclus ma réflexion en disant quand même que l'IA doit rester à notre service et non l'inverse. C'est un peu l'aboutissement de ma réflexion. Voilà, je m'excuse pour la fin, j'ai parlé un peu vite, mais le temps, à force de parler, ce n'est pas toujours évident. J'espère que ça vous a intéressé, et puis je vous souhaite donc de bons exercices, et puis bon courage à tous dans la préparation éventuellement d'examens que vous pouvez avoir sur la matière, donc BTS, culture générale et expression. À bientôt.